Pourquoi les humains ont-ils besoin d'inventer des monstres? Ils viennent en fait incarner et personnifier des peurs. Fait très intéressant chez les Grecs anciens, l'immense majorité des monstres sont féminins. C'est un fait qui a beaucoup questionné les chercheurs et les chercheuses, et dans cette vidéo, on se penche sur les monstresses de l'Odyssée. Méduse, Gorgone, la chimère, l'hydre, les harpies, la mythologie grecque regorge de monstresses et l'Odyssée ne fait pas exception puisque, à l'exception du Cyclope, tous les monstres sont féminins dans le poème d'Homère. Comment expliquer qu'il y ait eu autant de monstresses, de monstres au féminin? Je vous l'ai dit dans la précédente vidéo sur Circé et Calypso, les Grecs anciens associaient les femmes à l'idée de nature sauvage. À Athènes, les femmes n'étaient pas considérées comme des citoyennes, elles ne participaient pas à la construction de la civilisation. Elles étaient domestiquées, mais on craignait que leur nature sauvage ne ressurgisse et que la fin de la civilisation, le chaos, le retour à l'état sauvage ne viennent en fait de cet ennemi intérieur. Les monstresses sont en fait la personnification de cette crainte. Elles vivent toujours dans la nature inhospitalière à laquelle elles appartiennent, donc loin de la civilisation, et dans l'Odyssée, puisqu'il s'agit d'un long voyage en bateau, ce sont des monstres marins. Ils incarnent en fait les dangers qui guettent les navigateurs. Les sirènes pourraient être une incarnation des vents mauvais, tandis que Charybde et Scylla sont en réalité deux véritables dangers, un récif et un tourbillon, qu'on peut encore aujourd'hui observer entre la côte amalfitaine et la Sicile. Mais les sirènes, Charybde et Scylla, incarnent également des peurs plus profondes. Alors les sirènes ne sont pas décrites physiquement dans l'Odyssée. Circé prévient Ulysse qu'il s'agit de femmes couchées sur le rivage, invisibles des marins, dont le chant, la lyre, la flûte sont irrésistibles. Les navigateurs suivent cette mélodie enchanteresse et se dirigent droit vers des récifs où ils échouent et sont dévorés par les sirènes. Ont-elles une forme humaine ? Homère ne le dit pas. La tradition grecque les représente plutôt sous forme d'oiseaux à tête de femme, mais en réalité, les sirènes ne sont pas l'invention des Grecs, et dans l'imaginaire collectif, petit à petit, la sirène grecque va se mêler à d'autres sirènes, ne serait-ce qu'autour de la Méditerranée, il y a un autre démon du nom d'Aïcha Candisha qui sévit dans les mers et les rivières du Maroc et d'Algérie, et puis même au-delà de la Méditerranée, on connaît les sirènes du nord de l'Europe. Il en existe aussi en Afrique de l'Est qui ont le nom de Ngouva et qui ont elles aussi, comme les sirènes du nord de l'Europe, une queue de poisson. En fait, toutes ces femmes monstresses démoniaques qui vivent dans les cours d'eau et dans les mers incarnent la même idée, celle de la femme fatale, celle de la femme qui détourne l'homme du droit chemin et le mène à sa perte. Les sirènes incarnent le désir insatiable des femmes, le danger de se laisser séduire par elles. Alors je vous l'ai dit, les différentes figures de sirènes se sont peu à peu mêlées pour créer une créature aux contours changeants dans l'imaginaire collectif. Cependant, il y a eu une véritable révolution dans la perception de la figure de la sirène avec la publication en 1832 de La Petite Sirène de Christian Andersen. Cette grande rupture à la fois dans le schéma narratif et dans la perception des sirènes vient du fait que le récit est raconté du point de vue du monstre. La Petite Sirène, en réalité, c'est l'histoire d'une créature qui doit renoncer à son identité, doit renoncer à sa force, à ses caractéristiques, donc là en l'occurrence sa voix splendide, donc qui doit devenir muette et souffrir à chaque instant pour parvenir à vivre, à survivre dans le monde des hommes. Dès lors, dès la publication du conte d'Andersen, la sirène va devenir une icône pour celles et ceux dont la nature ne répond pas aux normes de la société, donc les homosexuels, les lesbiennes, puis les personnes trans, qui vont se réapproprier cette figure de l'hybridité. La communauté LGBTQIA+, en a fait une figure camp, c'est-à-dire volontairement kitsch, volontairement excessive, qui se joue des normes et qui se joue du bon goût. Charybde et Scylla, en revanche, attendent encore leur transformation en figure positive. Et ça risque d'être un peu plus compliqué que pour la figure complexe de la sirène, puisque, comme le souligne l'historienne Suzanne Saïd, c'est en fait un tout petit épisode dans l'Odyssée, cet épisode de Charybde et Scylla. Ce sont des personnages en fait qui n'ont ni sensibilité ni psychologie, sur l'histoire desquels Homère ne dit rien. Ils apparaissent comme des monstres qui ont toujours été là et qui seront toujours là, et qui, contrairement aux autres monstres de la mythologie, sont
impossible à vaincre. Scylla est décrite par Homère comme ayant 12 pieds et 6 têtes juchées au bout de longs coups sinueux. Autour de sa taille jaillissent des têtes de chiens qui aboient. Il la genre au féminin, mais il ne lui donne aucune caractéristique humaine. Cependant, à l'exception d'une représentation étrusque, toutes les images de Scylla qu'on a de l'époque antique la représentent sous la forme d'une femme. Elle rejoint donc le cortège des femmes fatales de la mythologie. De façon générale, la figure de Scylla a très peu été revisitée depuis l'Antiquité. Elle demeure en fait un monstre totalement sans ambiguïté dans la culture contemporaine. L'une des seules réinterprétations du mythe qui existe est cette peinture de la peintre surréaliste Ithell Colquhoun, qui représente donc le rocher de Scylla, mais aussi, selon l'artiste, un autoportrait d'elle-même, son corps tel qu'elle le perçoit quand elle est dans son bain. Charybde, elle, est encore plus mystérieuse que Scylla. Sa forme est totalement inconnue, elle vit sous les eaux troubles du détroit de Messine. On l'a dit, immense et insatiable. 3 fois par jour, elle avale la mer de sa gigantesque bouche, ce qui crée un tourbillon dont il est impossible de réchapper. C'est une épreuve contre laquelle les héros perdent systématiquement dans les réécritures de l'Odyssée, comme par exemple dans le film Percy Jackson. C'est en fait le plus dangereux des monstres, puisqu'il est impossible de lutter contre l'inconnu, contre ce monstre dont on ne sait rien, y compris ses potentielles faiblesses. Ces monstresses de l'Odyssée, donc les sirènes, Charybde et Scylla, demeurent invaincues. Elles représentent la crainte de ne pas pouvoir dominer, maîtriser l'autre. Donc ici, à la fois la femme, mais aussi les forces de la nature, que l'homme craint de ne pas savoir domestiquer et de voir détruit tout ce qu'il a bâti.